Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux ce soir. Merci au Musée de l'Homme et aux amis du musée pour cette invitation. On va essayer de faire déjà une visite de cette grotte. Je vous rassure, vous ne verrez pas tout. 1 heure, ça ne suffit pas. Et je vais essayer en même temps que cette visite de développer des points qui ont, en tous les cas pour moi, profondément changé mon regard de l'art paléolithique. C'est ce qui fait cette grotte Chauvet. La grotte Chauvet, son caractère exceptionnel, outre la beauté des dessins, la boîte, si je puis dire, qui est absolument magnifique, la grotte, c'est son état de conservation. Et aujourd'hui, tout ce que je vais vous raconter, qui sont pour beaucoup de choses des hypothèses, on n'aurait pas pu les mettre en place sans cet état de conservation. Alors, l'étude de la grotte Chauvet, c'est une équipe. Je parle ce soir, ma spécialité, c'est l'art paléolithique, mais je vais très largement dépasser le cadre de l'art paléolithique pour vous présenter des données qui sont acquises par cette équipe. On est une trentaine de personnes. Alors, je n'ai pas mis le nom de tout le monde, mais on est une trentaine de personnes, archéologues, géomorphologues, vous voyez la liste. Une vraie équipe inter- et pluridisciplinaire et nous travaillons ensemble. Et ça, c'est très important. On ne pourrait pas aller aussi loin sans ce travail en commun. Ce n'est pas une juxtaposition de chercheurs, mais bien on se met autour de la table et on partage nos données, on discute nos données et on essaie de les comprendre en interaction les unes avec les autres. Juste un petit point, si vous voulez, après la conférence, aller plus loin, puisque je vous ai dit, vous ne verrez pas tout ce soir, 2 sites. Le site du ministère de la Culture en haut, où vous pouvez faire des visites virtuelles, puisqu'il y a des visites faites en 360, etc. Et le site du dessous, c'est le site de l'équipe, qu'on essaie de tenir à jour au fur et à mesure des campagnes, où vous pouvez également trouver les publications, toutes les publications qui sont liées à la grotte. La grotte Chauvet, elle se trouve dans un endroit magnifique qui est le cirque d'Estre, en Ardèche, donc dans le sud de la France, sud-est. Et là, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Non, il n'y a pas de pointeur. Flûte. Ah, est-ce que vous pouvez baisser la luminosité, s'il vous plaît ? Ah, voilà. Et ici, en fait, vous avez le porche de la grotte restitué grâce aux études karstologiques et géomorphologiques. Donc, c'était un grand porche qu'on devait voir depuis le bas, depuis justement les rives de l'Ardèche. Donc, une marque dans le paysage. Ah oui, effectivement, ça passe pas bien. Les problèmes techniques. Le plan, il n'est pas comme ça normalement, donc je pense qu'on va avoir des surprises au fur et à mesure de la conférence, mais c'est pas grave. Vous avez en bas ici donc le déroulé de cette cavité en ligne droite. Elle fait en ligne droite 490 mètres de long. Ici, vous avez cette falaise dont on va reparler, puisque c'est l'effondrement de cette falaise qui a obstrué et fermé définitivement le porche. Et ici, vous avez en fait la descente d'une échelle de plus de 10 mètres, puisque aujourd'hui, on arrive par le plafond de la cavité. Donc cette cavité, elle est assez grande, ce sont des grands volumes, et ils ont investi la totalité de la grotte. Quand on arrive par cette échelle ici, vous voyez, et on arrive dans cette grande salle qui est la salle Brunel. Donc vous voyez déjà l'espace, le paysage, comme dirait Jean-Jacques Delannoy, ce paysage absolument magnifique, paysage qui n'a pas été totalement connu par les hommes du Paléolithique supérieur, puisque vous allez voir au fur et à mesure que vous allez découvrir la grotte, des calcites orangés, jaunes. Alors ça, ce sont des calcites post-paléolithiques qui se sont accumulés après le réchauffement et que les paléolithiques n'ont pas connu. Donc il y a un paysage qui a changé, paysage souterrain qui a changé, mais ce qui est certain, c'est que nous seuls aujourd'hui, nous, sur les sols archéologiques.
Et ça, c'est très important. Voici cette grotte avec quelques images des membres de l'équipe scientifique. Donc vous voyez, on circule sur des passerelles métalliques installées par le ministère de la Culture. On sort très rarement des passerelles. On peut le faire quand les sols sont complètement indurés. On protège ces sols et vous verrez quelques exemples. Mais sinon, on travaille toujours à distance. Donc il a fallu développer des méthodologies pour ça. Et la 3D est une méthode et un outil très très important pour nous. La chronologie, cette chronologie de cette grotte Chauvet est toujours discutée, puisque je ne vous cache pas qu'au moment de la découverte et quand Jean-Claude a obtenu les premières dates qui mettaient les dessins noirs, notamment du panneau des chevaux dans l'Aurignacien, ça a créé, on va dire, une polémique. Bien qu'aujourd'hui, on est au total aux alentours de 200 dates C14 UTH, le chlore aussi par le chlore, la polémique est toujours présente. Il y a des personnes qui ne croient toujours pas dans les dates anciennes de cette grotte. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toutes les dates vont toutes dans le même sens. C'est difficile de remettre en doute des mesures physiques au bout d'un moment, mais ce que l'on sait, par le chlore 36, c'est la fermeture du porche. La fermeture du porche, elle s'est faite en 4 phases. C'est les phases que vous avez du haut. Le pilier d'Abraham, le plus gros morceau, s'est effondré aux alentours de moins 34 000, moins 30, oui, à peu près, 34 000, 34 500. Avec, vous avez les suites en suivant, des successions avec une fermeture globale aux alentours de 21 5. En dessous, attendez, je prends le pointeur. Ici, en dessous, vous avez les datations de la présence de l'ours des cavernes. Et ici, la présence de l'homme. L'ours des cavernes, on va le voir, c'est un animal important pour la grotte, puisque c'est la première fois dans toute l'histoire de l'art paléolithique qu'on a alternance dans une même grotte entre l'ours et l'homme exactement au même moment. Et on va voir les conséquences. Le charbon de bois, toutes les peintures, dessins noirs datés aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elles sont toutes aurignacien. On n'a pas de date gravétienne pour le moment dans ce qu'on a prélevé pour les dessins noirs. Alors vous allez me dire, il y a autre chose que du noir, il y a des gravures, il y a du rouge, et là aussi on va en reparler en avançant. L'ours des cavernes. On a ici les 2 phases d'occupation humaine, et on voit, en fait, en rouge, vous avez les dates des ours des cavernes. On voit ici qu'on a une parfaite concomitance entre l'ours et l'homme. Et on le voit également sur ce graphique, puisqu'on a les occupations humaines, ursines sur toute l'Europe. Et on a ce pic aux alentours de 35 000, 30 000, le même pic qu'on retrouve dans la grotte Chauvet. Ça, c'est très important également, et on va le voir, puisque les ours ont occupé la grotte en même temps que les hommes. Et je vous garantis, il ne fallait pas croiser un ours des cavernes quand on allait faire ses dessins ou voir ce qui s'y passait. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance de l'hibernation de l'ours, et je ne pense pas que les paléolithiques s'amusaient à entrer dans la grotte quand les ours hibernaient à l'intérieur. Tout ce que je vais vous dire sur l'ours, sur le loup, etc., donc ça, c'est les données des paléontologues, notamment Philippe Fausse, Jean-Baptiste Fourvel. Vous avez ici les animaux dans la grotte, les vestiges de ces animaux, avec une très forte concentration à l'entrée, ici, à l'entrée, ici, voilà. Et tous les points gris qui se voient très mal, en réalité, ça je vais le dire à Philippe, c'est l'ours des cavernes. Donc on voit une concentration bouquetin, chevreuil, renne au début de la grotte. Ce sont certainement des restes de proie qui ont servi de déjeuner, et avec une pénétration importante de l'ours et également du loup dans cette cavité. Ça aussi, c'est important. On voit qu'il y a du loup à l'entrée, ce sont les points bleus, et on retrouve des restes du loup bien dans le milieu de la cavité, et on a des empreintes
au fond de la grotte. Alors, on va en reparler aussi, mais c'est une différenciation qu'il faut faire entre le loup et le dhole. Le dhole est un chien, un animal, un carnassier sauvage. Quelques exemples, bien sûr, hein. Des empreintes de bouquetin dans le fond de la cavité, certainement un animal qui s'est perdu. Et vous avez ici ce très beau crâne retourné avec encore les chevilles osseuses, et ce crâne est entièrement recouvert d'une calcite grise un peu brillante. Les restes d'ours des cavernes, plus de 4000 ossements, à peu près 190 individus. Alors, ça peut paraître énormément, mais là, on parle d'une accumulation sur à peu près 15 000 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup, en réalité. N'oubliez pas que nous, on a des restes, c'est l'occupation finale que l'on voit quand on arrive dans cette grotte. À nous, maintenant, de déterminer les phases d'occupation de l'ours et les phases d'occupation par l'homme. Et la difficulté, elle est là. Cet ours, on le voit au niveau des squelettes, mais aussi par ses empreintes sur le sol ou encore ses bauges. Les bauges d'ours, nids d'ours. Donc ça, on va les trouver. Vous avez la carte de répartition quasi sur toute la cavité, avec une très forte occupation dans le fond de la grotte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'ours va être là principalement au moment où il va le faire le plus froid. Et donc, il ne va pas investir l'entrée, mais plutôt le fond. Et c'est là qu'on va trouver le maximum d'empreintes, un maximum de griffades et un maximum de bauges. Les bauges, vous voyez, ce sont ces creux dans le sol. L'ours va creuser une cuvette plus ou moins grande en fonction de sa taille, et il va hiberner comme le fait l'ours brun aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible d'éteindre la lumière dans la salle, s'il vous plaît ? Merci. Autre activité des ours, les griffades. Alors ces griffades, là vous voyez les cartes de répartition. Là aussi, je dirais à Philippe que c'est pas très lisible, il va falloir qu'il fasse des efforts. On a la carte de répartition suit également la carte de répartition des bauges, puisque l'ours va marquer les parois en fonction du lieu où il hiberne et où il avance. Donc vous avez des griffades, des petites griffades ici qui sont celles d'oursons, et ici, plus hautes, plus grandes, d'individus adultes. Alors, il n'y a pas de différence entre mâles et femelles. L'activité et l'occupation de la grotte, on n'a pas de sexage de l'espace. Juste pour vous faire voir ça, donc c'est ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain d'une butte d'argile qui fait à peu près 1 mètre 20 de haut, et tous les creux, tous les raclages ici, ce sont des griffades d'ours dans cette argile, et cette butte se termine par un espèce de plateau recouverte de bauges qu'on ne peut pas étudier puisqu'on ne peut pas aller circuler à cet endroit, mais on voit bien tous les marquages, et c'est ici aussi qu'on a de très très belles empreintes. Donc ces griffades, vous voyez, vous avez l'amplitude jusqu'à 2,50 m, et aussi le nettoyage des pieds de paroi, ce qu'on peut dire, c'est parce que l'ours, quand il circule dans une grotte, pour s'orienter, se guider, il longe les parois, donc il va les frotter, il va ce qu'on appelle les polir, on va avoir des parois, je ne vais pas y arriver, des parois lustrées. Ici, vous voyez, ça brille un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez sur la diapo, et surtout, quand on est en bas de paroi, qu'il y a des dessins, ils vont effacer les dessins par leur passage, et vous voyez la couleur naturelle du support de la paroi, et le support qui devient blanc à force du passage des ours qui effacent les dessins. L'alternance homme-ours, on va le voir, et on le voit très bien sur les dessins, puisqu'on a des dessins qui sont sur les griffades et des griffades qui sont sur les dessins. Donc ici, on est à l'entrée de la salle du fond, et ce couple de lions, mâle-femelle, quand on le regarde de plus près,
eh ben, on voit bien ici que la tête du lion mâle recouvre les griffades d'ours. C'est ce que vous avez ici, les traits blancs. On voit bien que le noir est sur les traits blancs. Et quand on s'intéresse à la ligne de dos, ici, on voit ici cette grande griffade, et vous l'avez très bien sur le modèle numérique de terrain, qui recouvre la ligne de dos et qui également recouvre les traits ici, qui sont les traits d'une trompe d'un mammouth. Donc en fait, l'étude des superpositions est très importante pour nous, puisque ça va nous donner une chronologie relative de l'occupation de l'espace. Et ça, cette chronologie relative, aujourd'hui, on va la mettre en corrélation avec les données C14 que l'on obtient, tant sur l'ours que sur les dessins noirs. L'ours, c'est aussi des empreintes. Et là, on en a dans quasi toute la cavité. Donc, vous les avez, ses pieds et ses mains, puisque ici, pour un ours, on parle d'un pied d'ours et pour la patte arrière et d'une main pour les pattes avant. Et là, vous avez une main d'adulte et ici, une main d'ourson. Donc, on a ces séquences de circulation, d'entrée et de sortie de la grotte. Là aussi, les 3D et les MNT nous aident à qualifier les empreintes, l'enfoncement, la taille, la dimension. Et en fait, il y a un travail qui est fait sur le loup, mais qu'on va entamer sur l'ours, justement, en travaillant avec des ours récents, pour essayer d'estimer le poids et la taille des individus. En plus de l'ours, il y a le loup. Ça, c'est le loup dans le fond de la grotte. On a ces empreintes qui sont en cours de caractérisation avec des mesures précises pour distinguer justement le loup du dhole. Et ça se fait très, très bien. Ça, c'est grâce à des études sur le contemporain également, puisque Philippe Fausse et Jean-Baptiste Fourvel sont allés travailler dans les zoos pour aller faire des mesures d'empreintes de loup dont on connaît la taille, le sexe, le poids, pour travailler justement sur ces empreintes, essayer de les qualifier. Et on a une expérimentation qui est prévue avec des loups de cinéma, justement, pour les faire marcher, courir, sur des sols meubles très mouillés ou très secs pour voir ce que ça donne et pour voir justement avoir des comparatifs contemporains. Voici une salle indurée, c'est la salle du crâne, donc on est quasi très très loin dans la grotte. Et pourquoi je vous ai mis cette salle du crâne ? Parce qu'en fait, cette salle du crâne, il y a ce fameux crâne d'ours posé sur son rocher, posé pas par les ours mais par les hommes bien sûr, action symbolique, ludique. Aujourd'hui je ne peux pas vous en dire plus. Il faut savoir que ce crâne n'est pas unique dans cette salle. On voit d'ailleurs sur cette diapositive ici, vous avez un autre crâne retourné. Il y a d'autres crânes, il y a d'autres éléments du squelette qui sont présents également dans cette gangue de calcite indurée. L'étude va commencer puisqu'on a aujourd'hui toute la cartographie des sols pour justement essayer d'identifier le nombre de squelettes présents, le nombre d'éléments du squelette, le nombre de crânes et travailler justement sur une anthropologie de cette salle, savoir si, essayer d'avoir une hypothèse, est-ce que c'est un élément factuel ou est-ce que c'est un élément symbolique. Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais en tous les cas, on vous proposera quelque chose dans quelques temps. Les foyers, alors j'ai mis foyer, mais en fait je ne savais pas comment dire, parce que ce ne sont pas vraiment des foyers qu'on a au sol. Ce sont plutôt des accumulations de charbon de bois, de pierres. Il n'y a pas de foyer creusé, structuré tel qu'on pourrait l'imaginer. Et en fait, ça pose énormément de problèmes parce qu'on a des traces de feu, mais on n'a pas les foyers au sol à côté de ces traces de feu. Ce qui peut vouloir dire que sous les sols actuels, on a d'autres éléments archéologiques. Pour ça, il faudrait faire des fouilles. Et pour le moment, on n'a pas vraiment le droit. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a ces grandes nappes de charbon de bois. Charbon de bois, ça veut dire éclairage. Ça veut dire charbon de bois, production pour faire les dessins.
Mais il y a certainement autre chose derrière tout ça. Donc, je vous fais voir, hein, on est dans la galerie des mégacéros. Donc, vous voyez, c'est quand même assez cumulatif comme amas sous ce dessin de cheval noir. Et quand on a une analyse anthrachologiste, à chaque fois, on trouve du pin sylvestre. Il n'y a pas d'autres espèces végétales représentées pour le moment. Tout au long de la grotte, en fait, dans la zone d'entrée, ici, un élément au cactus, vous le voyez, c'est ponctuel, puis galerie des mégacéros, là, la salle du crâne, et en fait, il en manque quelques points aussi dans les croisillons. On a des traces de rubéfaction intenses, mais vraiment intenses. Ici, vous avez un petit morceau de la 3D des croisillons, de la galerie des croisillons, qui nous mène vers la salle du fond. Et on va s'intéresser à ces traces blanches ici, ces grandes traces blanches de chaque côté, qui sont en fait des zones où le calcaire a craquelé et est tombé au sol. Craquelé, écaillé, sous l'influence d'une chauffe intense. Vous voyez que la galerie est très étroite. Quand on regarde les parois de cette galerie, on a également ces espèces de petites lignes noires, hein, ces vermiculations, comme on dit. Ces vermiculations, ce sont en fait des restes de suie. Et ça, on a fait une analyse en spectrométrie Raman, et le carbone sort très bien. On a essayé de faire des prélèvements pour datation. Hélas, on ne prélève pas assez aujourd'hui pour du C14, pour les suies. Mais on a des traces donc, de feu intense et de suie dans la galerie. Par contre, au sol, on n'a pas de traces de foyer. Feu intense, eh ben, vous avez une échelle colorimétrique, si je puis dire. Vous voyez, quand on a des parois roses, on est aux alentours de 250 degrés. Quand on a des parois grises, on est autour de 400 degrés. Et ça, on le sait parce qu'on a fait de l'expérimentation. C'est le travail de Catherine Ferrier et Jean-Claude Leblanc, qui ont expérimenté justement la chauffe du calcaire dans une grotte expérimentale en Dordogne. Et en fait, on a toute une panoplie maintenant de colorimétrie, et ce qui nous donne, en gros, un gradient de chauffe. Pourquoi faire des feux de 400 à 250 degrés dans cette galerie ? Ce n'est pas uniquement pour l'éclairage. Surtout, il faut penser qu'il faut amener le bois pour faire ça. On est à près de 300 mètres de l'entrée. Il faut vraiment une organisation pour aller chercher le bois, l'amener, faire ces grands feux. Là, quand on connaît un peu l'utilisation des foyers dans les sociétés anthropologiques, je pense qu'on peut dire qu'on est face aussi à des actes symboliques quand on connaît la purification au travers du feu et au travers de la fumée chez certaines populations, entre autres nord-américaines. Donc, les problématiques sur les feux, c'est une problématique qu'il va falloir développer, aller plus loin, puisque je vous dis, on a des traces, on va dire, secondaires de ces grands feux, puisqu'on n'a rien à l'heure actuelle sur nos sols archéologiques. Ça peut vouloir dire que dans la galerie du mégacéros ou à l'entrée de la grotte, sous le sol archéologique actuel, il y en a un autre sol archéologique. Et pour ça, il faudrait faire des fouilles. Voici une coupe avec la 3D. Donc, on arrive depuis la salle hilaire, ici, et on va descendre graduellement vers la salle du fond. Vous avez les zones de foyer, depuis F1 à F6, pardon, et surtout vous avez un resserrement ici, ce qui veut dire aussi, on a des questionnements sur l'évacuation des fumées dans cette galerie, puisque F1, F2, F3 vont s'évacuer vers la grande salle hilaire, mais plus on descend, plus ça va s'évacuer vers la salle du fond. Donc ça, ce sont des choses que l'on va modéliser grâce à la 3D, tout ce qui est circulation de fluide. Dans la grotte, on a quelques vestiges archéologiques dits classiques, quelques silex. Alors, je vous dis, c'est quelques, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une petite dizaine. Ils ne sont absolument pas caractéristiques d'une culture, mais ils sont là. Il n'y a pas de problème. Et en fait, en 2002, c'est Hugues Plisson qui a fait une étude tracéologique sur tous,
Donc on a quelques polis de matière carnée et d'autres qui ont des raclages de matière tendre. Vous allez voir, on pense que c'est du calcaire et vous allez voir pourquoi. Un objet unique, une sagaie en ivoire, toujours en place, dans cette galerie des Mégacéros ici. Elle fait à peu près 25 cm de long et un prélèvement ici autour de charbon de bois qui touchait la sagaie nous a donné une date aux alentours de -34. Autre vestige, les pieds, les empreintes humaines. Vous la voyez tous, j'espère. Les orteils ici, le gros, les autres. Le pied, le talon, vous voyez là. Alors en fait, on a une piste dans la galerie des Croisillons, cette galerie qui est au fond. Et cette piste, elle a grande chance d'être associée à des pistes de loups. Alors, tout ce que je vous dis là, je vous le dis, voilà. On est en train de travailler dessus et ça devrait faire... un article devrait sortir au début de l'année 2023. On arrive à ce que vous attendez. L'art pariétal. Bon, vous avez la liste des représentations. Alors, un scoop... c'est pas 6 représentations de vulve, mais 7, puisqu'on en a découvert une autre là, récemment, en faisant les relevés d'une paroi. Donc vous voyez, on est à peu près à 425 figures aujourd'hui, sans compter les ensembles de signes et les mains négatives. Chauvet est un sanctuaire majeur de l'art paléolithique. Il n'y a pas de doute quant à au nombre de représentations. Et quand on regarde Chauvet dans l'art paléolithique de manière générale, ici on doit ça aux statistiques de Georges Chauvet qui est dans la salle, ces représentations, ces statistiques faites sur plus de 10 000 figurations, dans tout l'art paléolithique, c'est cheval, bison, cervidé, bouquetin. Voilà, ça vous connaissez un peu la chanson. Le lion, le rhino, le mammouth sont considérés comme des éléments plus rares. Et quant à l'humain, il est aussi rare puisque en fait c'est 6% de la totalité des représentations. Donc on va dire que c'est pas lui l'acteur principal. Quand on insère Chauvet dans ce schéma, rien ne change. On est dans les thématiques du paléolithique supérieur, sauf que ce qui change, c'est la période dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est le mammouth, le rhino, le lion qui vont être dominants. On aura toujours du cheval, du bison, des cervidés, du bouquetin, mais en moins grand nombre. Et là, on peut se demander... on ne se le demande pas, enfin moi je ne me le demande plus, mais le paléolithique, les humains du paléolithique vont chercher dans leur environnement proche les supports de leur imaginaire. Et cet imaginaire, il ne passe pas au travers de l'image humaine, donc de sa propre image, mais au travers de l'image des animaux. Et cet imaginaire, il passe au travers des animaux qu'ils ont le plus autour d'eux. Il ne faut pas oublier aussi que quand un humain du paléolithique supérieur sort de sa tente, ce n'est pas majoritairement des humains qu'il va voir, ce sont des animaux. Ça veut dire qu'on a un rapport au monde, ils ont un rapport au monde complètement différent du nôtre. Nous, on fait notre projection mentale au travers de notre propre image. Eux, ils font leur projection mentale au travers de l'image animale. Puisque l'image humaine, je vous ai dit, moins de 6% de la totalité du corpus sur toute la durée du paléolithique supérieur. La salle Brunel, je suis désolée pour les plans, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas, mais bon, c'est la vie. Je vous ai mis ces deux représentations, on est au tout début de la grotte. Ce panneau de points en haut et cette silhouette
de rhinocéros exécutés avec ces points. Pourquoi ? Parce que Chauvet nous a démontré une autre technique pour faire des points. On avait l'habitude de points soufflés. Là, ce sont des paumes de main. Ils ont enduit leurs paumes de main qu'ils ont appliquées sur la paroi et pour faire des points. Donc à distance, on voit des points. Quand on se rapproche, on voit des paumes de main avec quelquefois les doigts qui ont marqué. Ça, on ne le connaissait pas avant. Un peu plus loin, galerie des panneaux rouges. Vous voyez ces salles ? Quand on arrive dans cette grotte comme ça, avec nos lumières, tout brille. Alors là, en plus, il n'avait plu, donc il y avait de l'eau au sol. Quand il pleut beaucoup, l'eau entre dans la cavité. C'est pour ça qu'il y a de la calcite sur certaines parois et au sol. Mais cette calcite orangée, je vous ai dit, ils ne l'ont pas connue. Donc c'est beau que pour nous, mais ça a recouvert ici des sols archéologiques et des ossements d'ours. La galerie des dessins rouges, donc voici ce que nous produisons dans notre travail. Ici, c'est un relevé que l'on a fait avec Gilles Tozello. C'est le dessin en bas. On essaie donc, vous avez la paroi, et on essaie de comprendre tout ce qui s'est passé sur cette paroi. On relève tout. On relève donc les dessins, bien sûr, mais s'il y a des empreintes d'ours, parce que les ours ont une sale manie, c'est qu'ils s'essuient les mains sur les parois aussi. Donc il est difficile des fois de faire la distinction entre un essuyage de main humain et un essuyage de main ursin. C'est pas toujours facile, mais vous en avez ici quelques exemples ici, où encore les taches brunes le long de la paroi, ce sont des essuyages d'ours. Et vous voyez qu'en fait ici, on a association de grands dessins rouges avec, vous avez en noir, de gravures fines, ici et en haut sur cette tablette. On va les voir d'un peu plus près pour certains. Voici ce grand panneau. Avec ce rhinocéros avec ses grandes cornes nasales, donc on sait que c'est une femelle, puisque ces animaux, on les retrouve gelés en Sibérie aujourd'hui, et on sait que ce sont les femelles qui portent les grandes cornes nasales et pas les mâles. Au-dessus, vous avez un très très beau mammouth avec les doigts de la trompe indiqués, une tête de félin avec des points on a l'impression qu'il nous parle, puisqu'il y a ces points qui lui sortent de la bouche, les mains positives ici et pas négatives, des rhinocéros, des signes qu'on a appelés en W ici et pour cause. Donc vous voyez, c'est un panneau assez dense avec des félins également un peu partout. Et sur ce panneau assez dense, on s'est aperçu, alors vous voyez ici juste un aparté, pourquoi la paroi, lui, ici ? Eh bien, lui, parce qu'elle est polie par le passage des ours. Vous voyez ? Et grâce à l'évolution technique et à l'arrivée des LED, puisque on est dans la grotte depuis 1998, donc on a vu arriver des changements techniques importants, on a pu travailler avec des lumières rasantes, puisque le panneau, on ne peut pas l'approcher. On est à peu près à 5 mètres, mais on peut installer des lumières rasantes sur le cheminement, sur la passerelle. Et en installant des lumières rasantes sur cette passerelle, je ne sais pas si vous le voyez, mais au bout des petites flèches jaunes, vous avez des petits traits gravés qui sortent. Voilà. Et là, les petits traits gravés, c'est un grand rhinocéros qui suit le premier, encore certainement une femelle à cause de la taille de sa corne. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu, et c'était important puisqu'on n'avait pas découvert de gravures fines encore dans la grotte Chauvet, on s'est aperçu qu'il fallait regarder autrement, et grâce à cet éclairage, on a pu en découvrir d'autres, et on a avancé. Là aussi, la photo, je suis désolée. Le mammouth avec ses doigts, les doigts sur la trompe ici, donc vous voyez le réalisme, bien qu'on soit dans une représentation culturelle, mais avec des éléments indéniables du réalisme. Et là, vous voyez, le phylactère peut-être. Il nous dit, voilà quelque chose, il y a une bulle qui lui sort de la bouche, entourée de petits points, et ces mains positives. Un peu plus loin de ce panneau, un endroit où on est allé 2 fois simplement, puisqu'il faut aménager, c'est pas compliqué, c'est assez compliqué, c'est ce qu'on appelle l'alcôve du petit ours, où vous avez justement cet ours-là, associé
alors voici l'ours, hein, on voit bien les techniques faites avec un pastel rouge, hein, on voit bien hein, la tache du pastel sur la paroi et le sens d'exécution hein, qui est du haut vers le bas, associé à un grand mégacéros. Et là, on va faire un peu de psychologie de la forme. C'est ce qu'on appelle la loi de clôture. On va y revenir à ça. Cette loi de clôture, ça veut dire qu'on dessine une tête, une patte, et en fait, ils vont se servir des fissures pour réaliser l'animal. Donc ici, vous avez le dos, la tête, le poitrail, et la patte avant, et la ligne de ventre. Et en fait, vous avez l'ours qui rentre dans l'animal. Donc là aussi, dès le début, l'utilisation de relief naturel est utilisée par les humains qui ont travaillé à Chauvet. Une main positive, elle est très importante, celle-ci, puisqu'elle avait été décrite sur le mammouth. Or, on a maintenant des macrophotographies, elle est sous le mammouth. Et le mammouth noir, lui, il est daté de l'Aurignacien, il est à moins 34 000. Donc là, on a du rouge sous le noir. Vous voyez, dire le rouge plus récent parce qu'on n'arrive pas à le dater, eh ben, c'est pas si simple que ça. Voici une photo, en fait, où on quitte cette galerie. Et en fait, l'observateur a dans son dos une galerie qui va nous emmener vers le fond de la grotte. Et voilà, si on se retourne, ce qu'on voit quand on ressort, donc des panneaux assez lisibles sur le cheminement. Salle hilaire et salle du crâne. Un petit croquis, donc on arrive ici, hein, dans la galerie du Cierge, depuis les panneaux rouges, ici, dans cette grande salle, où on a un effondrement post-paléolithique, hein, un soutirage, et on a des dessins qui vont se répartir ici tout au long du cheminement. Le crâne et la salle du crâne sont ici. Secteur des chevaux, là, on part vers les mégacéros, la salle où il y avait les foyers, et là-bas, vers les croisillons, la petite salle fragile, extrêmement fragile, où il y a les empreintes humaines. Quelques photos de travail hein, de mars dernier, donc devant ce panneau. Donc vous avez, hein, Diego est assis sur la passerelle. Donc vous voyez, hein, en fait, on a cette partie blanche qui est frottée par les ours, où il n'y avait pas de gravure, en fait. Et ici, hein, ces registres où on a tout un tas de gravures qu'on va aller voir de plus près. Et voilà ce qu'on a au-dessus de Diego Garaté. Mammouth emboîté, cheval, mammouth, un reste de bison. Ici, on a encore les cornes qui dépassent. Cet animal qui peut être un ours entièrement raclé. Le tout, un autre bison ici. Vous voyez là, voilà. Et des griffades d'ours, mais pas que. C'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'ils ont également, on va dire, imité ce qu'étaient capables de faire les ours. Voici de plus près. Donc, ces mammouths emboîtés ici, vous en avez un ici, là, avec sa tête, la ligne cervico-dorsale qui redescend, et un autre plus petit dedans, avec l'arche ventrale marquée, et devant, ce très très beau cheval. Alors, tout ça est fait au doigt. Dans cette partie-là, la paroi calcaire, vous avez l'argile de décantation, c'est-à-dire quand l'eau s'est retirée de la grotte, elle a déposé cette argile, mais la paroi, en surface, est restée meuble. Et en fait, elle ne peut pas être travaillée au silex. Elle a été toujours travaillée au doigt, mais ça, c'est pas grave. Ils font la même chose avec le doigt qu'avec le silex. Et vous voyez, hein, ce cheval, on voit encore les fossiles hein, dans le calcaire, on voit hein, ces gestes très dynamiques qui marquent le chanfrein, la bouche, la ganache, le poitrail, les pattes avant. Donc on voit hein, très bien, regardez cette ligne ondulée à l'intérieur du corps, on les voit quasiment faire.
les voici de plus près. Et surtout, au niveau du poitrail, on voit ces gestes, on va marquer le poitrail et on revient marquer ici pour donner du volume au trait, pour donner de la puissance à ce poitrail. On reprend avec le doigt, comme ça, ce qui donne des petits bourrelets de matière. Et ça, vous avez ces techniques de gestes très rapides, très sûres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas de reprise là. Si vous vous loupez, ça se voit. C'est fait dans un même geste et l'amplitude gestuelle, elle dépasse, en tous les cas la mienne. Il faut bouger au moins pour continuer son geste. Donc vous voyez, dans la réalisation, c'est très dynamique. Il y a un contact direct avec la paroi qui est très important. Et alors, la chose fabuleuse, c'est que sur le petit mammouth ici que vous avez à côté, regardez ce qui reste en suspension depuis peut-être, je ne sais pas, on va dire 36 000 ans. Voilà. Le calcaire entraîné par le geste est resté en suspension. Il est là et il ne bouge pas. Et ça, je vous assure, je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'à Chauvet. Quand on regarde ces dessins, on a l'impression qu'ils viennent d'être faits. On se retourne, on croirait presque pouvoir leur parler aux Aurignaciens. Sauf qu'ils ne sont plus là. Et pour moi, c'est absolument fabuleux. Alors, vous pouvez voir également qu'au niveau technique, du coup, nous, c'est le rêve, puisqu'on peut travailler sur les chronologies de superposition de traits, sur quel trait est fait avant l'autre. C'est pour ça que la chronologie relative entre l'ours et l'homme et au sein même des dessins humains, c'est fondamental pour la compréhension de l'art. Et Chauvet va nous donner des réponses, ou en tous les cas, va nous permettre d'aller plus loin dans nos hypothèses. On va avancer dans cette salilaire et aller vers ce que vous voyez un peu au fond, qui est le panneau des chevaux. Donc vous voyez, on est sur des grandes salles. La salilaire, elle fait plus de 25 mètres de hauteur de plafond par endroit. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, des gros calibres. Ce sont des très grandes salles. Mais avant d'aller vers le panneau des chevaux, on va faire un peu ce que je viens de vous faire là, sur les panneaux précédents. On va dire que c'est une étude classique. Je vous ai fait du descriptif. On va essayer d'aller un peu plus loin. On a les moyens d'aller un peu plus loin, mais il faut se donner les outils de ces moyens. Et je suis allée chercher des outils dans la psychologie de la forme, dans ce qu'on appelle la Gestalt théorie. La Gestalt, fin 19e, début 20e, c'est ce qui donnera plus tard le structuralisme. C'est ce qui donne aujourd'hui certaines analyses beaucoup plus poussées de Gibson et d'autres. Et c'est Paul Guillaume et Maurice Merleau-Ponty qui l'ont introduit en France, du moins qui l'ont introduit en France. Un dessin, c'est quoi ? C'est l'identification d'une forme sur un fond. Et ce que je viens de vous faire voir depuis tout à l'heure, ce n'est que ça. On fait quoi quand on dessine sur une paroi ? On attaque la partie supérieure du calcaire pour faire ressortir en blanc sur un fond beige. Donc, on identifie une forme sur un fond. Le tracé blanc sur le fond beige. En fait, ce qui est important, c'est l'effet de contraste. Et cet effet de contraste, il est plus important quand on a une faible luminosité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, on a oublié la luminosité du paléolithique. On voit les grottes, comme je vous les ai fait voir, très illuminées. Les paléolithiques ne les ont jamais vus comme ça. Ils avançaient, ils faisaient des feux, ils avançaient avec des torches et ils éclairaient les endroits, les panneaux, au fur et à mesure. Ils n'ont jamais vu la salle du fond comme vous allez la voir. Et ça, pour la compréhension et l'organisation spatiale des dessins, c'est fondamental. La vision qu'ils avaient de l'espace. Comment analyser ces dessins ? Alors, je vous ai dit, des mammouths, des chevaux, voilà. Je trouve qu'on peut aller plus loin aujourd'hui en se servant de ces outils de la psychologie de la forme. Alors, je ne vais pas vous les détailler, rassurez-vous, mais juste vous faire voir qu'il y a des lois qui existent. Elles ont été définies et surtout, la loi principale, c'est que notre cerveau, avant de voir le détail, il voit l'ensemble. Alors nous, quand on fait de l'art paléolithique, on va directement au détail. On va voir le cheval d'à côté, le mammouth d'à côté, mais l'ensemble,
on l'utilise beaucoup pour faire des statistiques, mais on ne l'interprète pas en tant qu'éléments associés les uns aux autres. Puisque pour interpréter les éléments associés les uns aux autres, il faut admettre qu'il y ait un lien entre ces éléments. Et généralement, quand on dit qu'il y a un lien entre des éléments, ça veut dire quelque part qu'on va finir par parler de scène. Or, la Gestalt nous donne des lois d'association qui nous permettent d'associer les éléments entre eux. Et ça, ce sont des universaux de notre cerveau. Vu que Jean-Jacques Lubin est dans la salle, il pourra vous dire qu'ils avaient le même cerveau que nous. Donc on peut estimer qu'ils voyaient à peu près les choses associées de la même manière que nous. Juste je vous ai mis 3 exemples, voilà, pour vous faire voir. Les éléments de proximité, donc l'on va associer des éléments qui ont la même couleur, la même forme, et on regroupe ensemble similitudes, voire de la loi de symétrie. Donc ce sont ces lois que l'on va appliquer et on va faire ce qu'on appelle une analyse d'image. On retourne dans la grotte et on va s'intéresser au secteur des chevaux. Alors, est-ce que ça va marcher ? C'est la question. Eh oui, magnifique. On a bien fait de changer d'ordinateur. Bon, je vous ai mis une petite 3D rapide pour vous faire voir un peu cet ensemble du secteur des chevaux. C'est 51 figures organisées autour d'un triptyque, on va dire, avec une alcôve centrale qu'on appelle l'alcôve des lions. Par contre, c'est saccadé, je suis désolée, mais c'est mieux que rien. Ah, si, ça va marcher. Oui, parce que c'est très lourd. Ici, le panneau des rennes et des cerfs, parce qu'en fait, il y a 2 cerfs tête bêche, vous les voyez. Le renne en haut, cheval, cerf, bison, auroch, les très beaux chevaux de l'alcôve des lions, et enfin, pour finir, ce magnifique rhinocéros qu'on ne voit pas très bien, mais on va refaire la 3D. On va refaire le film, en fait. Donc voilà. Donc je vous ai dit, 51 figures au total, organisées, alcôve au centre et 2 volets qui se déplient. Voici le relevé de ce panneau des chevaux. C'est assez complexe. On est ici sur une paroi mixte, c'est-à-dire le haut de la paroi est plutôt molle, le bas de la paroi est travaillable au silex. Donc ils s'adaptent, ils sont opportunistes, mais ils savent parfaitement ce qu'ils font. Les dessins, vous avez ici ces rhinocéros, pardon. Les rhinocéros tels qu'on va les trouver dans la grotte, qu'ils soient dessinés au charbon ou gravés, ces petites oreilles en éventail, les cornes marquées. Certains ont ce qu'on appelle une couverture centrale, on ne sait pas comment l'appeler, mais il y a une teinte plus au centre de l'animal. Est-ce que c'est une marque de pelage ou pas ? On n'en sait rien. Ils ont tous le même format, soit des pattes en pointe, soit des pattes en boule. Alors les pattes en boule, ça s'explique, que ça soit sur les rhinocéros ou sur les éléphants, c'est les soles. Quand les jeunes ou les soulèvent la patte, vous avez la sole qui tombe et qui fait une espèce de boule. Ça, on me l'a décrit, un éthologue me l'a très bien décrit, et ça marche assez bien. Les aurochs, et là, on va commencer à rentrer dans les techniques, puisqu'on a les dessins. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit les contours, la forme, faite au fusain. Et après, on met du fusain dans le corps de l'animal et on va mélanger le fusain à la main. Ce fusain, il va se mélanger à l'argile de décantation qui reste, au blanc de calcaire, et vous allez obtenir des gris, des bistres. Alors les bistres, c'est des gris avec un peu de marron, et c'est ce qu'on appelle un aplat en peinture. Et cet aplat, il est fait à la main, directement sur la paroi. Ça veut dire que là, on a l'outil qui est le fusain, la main,
et la paroi, qui est le support du dessin, qui fournit également la matière de ce dessin. Donc, il y a des supports et matière en même temps. Pareil pour les chevaux, et on le voit bien ici, ces chevaux, c'est fait exactement de la même manière. Avant, oui, j'ai oublié de vous dire, avant de faire les dessins, en fait, ils enlèvent un peu cette argile de décantation pour avoir un fond un peu plus blanc. Et voici, à fort grossissement, ce que vous avez quand vous regardez ces dessins. Vous avez des restes de morceaux de charbon de bois mélangés, et on voit bien, au blanc de calcaire, et ici, avec ces gris, et encore ces morceaux et ces argiles ici qu'on a dans ces aplats faits au fusain avec le calcaire. Pardon. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des dessinateurs parmi vous, mais dessiner au fusain, que ça soit sur une page blanche ou sur un mur, il y a un inconvénient. C'est ce qu'il y a ici dans la crinière de ce très beau cheval. On a des tracés qui sont très évaporeux. On n'a pas de tracés très francs. C'est impossible au fusain. Eh bien, ils ont remédié à ça pour faire ressortir la forme et redonner de la force à la figure. Ils ont détouré ces figures au silex, et c'est ce que vous avez là, en créant ce bord très net sur un calcaire très blanc, ici, là, et vous avez tous les gestes. Vous voyez ici, on arrive au bas, c'est très dynamique, très précis, jusqu'au contour du naseau ici et de la bouche. Vous voyez, on a une maîtrise des gestes absolument remarquable. L'étude du panneau des chevaux, des gravures de La Salle Hilaire, a permis de modéliser les techniques que l'on rencontre dans la grotte. Vous avez 4 phases, plus ou moins complexes. Alors, la plus simple, bien sûr, c'est le dessin au doigt. Après, dans la même ordre d'idée, on a un dessin au fusain avec quelques aplats au doigt, pas plus. Et sur d'autres panneaux, préparation de la paroi, on va enlever l'argile de décantation, on va faire notre dessin, on va faire un petit aplat, et le sommet de tout ça, c'est ce qu'on a au panneau des chevaux, c'est ce que vous allez voir dans la salle du fond, c'est préparation de paroi, dessin de contour, les aplats, le détourage de la figure au silex, quand c'est possible. Ça veut dire que, je vous ai dit, la gradation de cette paroi, en haut, elle est plutôt un peu molle, vers le bas, au moment où il y a les chevaux, elle est dure, on peut détourer au silex. Donc c'est aussi un choix, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas n'importe où, ils choisissent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent le faire. Donc voici ce panneau des chevaux, et ce panneau des chevaux, on va le regarder en associant les éléments, puisque très rapidement, je vous ai fait un peu de psychologie de la forme, mais on voit bien ici, comme pour nos points, on peut associer, en plus on a des espèces, donc ces associations, elles se font naturellement. Et quand on regarde et qu'on étudie ce panneau, qu'on étudie les superpositions de traits de chaque figure, trait par trait, on a décomposé toutes les figures, comment elles ont été faites, dans quel ordre, etc., trait par trait. Je peux vous dire aujourd'hui que le panneau des chevaux, ce que vous allez voir après, l'alcôve des lions, la salle du fond, on est face à ce qu'on appelle en peinture de chevalet des compositions. La paroi vierge. Le premier acteur, certainement, puisqu'on a des griffades partout. L'ours a une âme de dessinateur. En haut, quelques gravures faites à bout de bras, puisqu'on est à plus de 2,50 m, donc c'est certainement un bâton, mammouth, rhinocéros. Après, une petite préparation de paroi. Des figures sous-jacentes, qui n'ont pas de relation entre elles, on n'a pas de superposition, donc on ne peut pas vous dire lesquelles sont faites en premier, mais en tous les cas, elles sont sous les grandes figures. Les premiers, c'est les rhinocéros du bas, de la droite vers la gauche, puis les aurochs du haut vers le bas, et enfin les chevaux du haut vers le bas, pour finir, et c'est la dernière figure faite, sur ce très beau cheval très bien détouré. Et pour cause, quand on arrive devant ce panneau, c'est lui qu'on voit en premier. Il est face au spectateur. Donc ça,
il ne faut pas me dire que c'est réalisé par une simple accumulation d'images les unes à la suite des autres. C'est une volonté. On a une construction circulaire, et ça veut dire que c'est préalablement pensé. C'est ce qu'on appelle une composition. Alcôve des lions, juste à côté. Voici leur levée. On va s'intéresser aux coupes de lions et aux chevaux très rapidement. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais voilà. Bon, quelques images de ces figures fabuleuses également. Hein, vous voyez, hein, il y a peu de mots pour les décrire. Hein. Pour moi, on est proche des plus grands dessinateurs de l'histoire de l'art. Hein. Et regardez le réalisme de ces dessins, toujours passé par le filtre culturel. Hein. C'est pas l'image d'un lion que vous avez dans la nature. Hein. C'est passé au travers d'un fil culturel et au travers aussi de la main d'un ou d'une dessinatrice. Hein. On est bien d'accord. Ici, vous avez un profil, bien sûr, et le deuxième œil qui est à l'extérieur du profil. Et vous retrouvez cette technique de contour au fusain, d'aplat, pour faire ces teintes. Et quand on regarde de plus près et qu'on met le dessin d'un lion actuel, on voit que le larmier est marqué, c'est-à-dire qu'il y a des détails anatomiques précis. Il connaissait parfaitement les figures qu'il dessinait, c'est normal. Chasseur, cueilleur, collecteur, chasseur. Donc, ils savent ce que c'est qu'un animal, ils ont une approche éthologique de l'animal, ils doivent connaître ce qu'il est, comment il vit, etc. Leur survie en dépend également. Cette alcôve des lions, ici, on va se servir des dessins. Là aussi, on est face à une composition. Déjà, on a ce lion qui bondit sur ce cheval, là, associé à ces deux lions. Harald Pager, qui est un éthologue des lions, était venu nous voir au tout début de Chauvet, en 99 ou 2000. Lui, il travaille en Afrique. Et il nous disait, ça, c'est typique d'une scène de préaccouplement, quand la femelle montre les dents parce qu'elle n'est pas totalement prête et le lion est à côté. Voilà. Et ce lion, vous remarquerez, ce grand lion-là, il a des manques dans la ligne de dos, sur l'arrière-train ici, sur la ligne de ventre. Et il a des manques pour faire passer les têtes de chevaux. Et quand on regarde là aussi, on s'aperçoit que on ne peut pas faire ça par une simple accumulation de figures. Ça veut dire qu'on le pense à l'avant. On pense avant. On sait que là, ce dessin-là, et le lion est dessiné en premier, donc on a une prédétermination du dessin. Ah, pardon. Une prédétermination du dessin, et surtout, ici, là, on a ce qu'on a des alternances gestuelles, c'est-à-dire des reprises de lignes de ventre pour refaire passer la patte du cheval par-dessous. Donc, on a, oui, une véritable composition. Alors, on va aller plus loin dans la composition, mais pour ça, on va aller dans la salle du fond. Cette salle du fond, on descend, on traverse la galerie des mégacéros, et puis on va descendre. Alors, pourquoi on descend ? Parce que dans la salle du fond, comme dans la salle hilaire, il y a un très grand soutirage qui soutire le sol. Ça veut dire qu'en dessous, on a un autre réseau qui aspire le réseau actuel. On est sur les sols archéologiques tout le long. C'est là qu'on se demande si on n'a pas autre chose en dessous, en réalité. Et on va aller s'intéresser à cette grande paroi que vous connaissez tous. Hein. Mais avant, un petit coup de 3D. Le couple de lions que vous avez vu, je suis désolée, ça va un peu vite au début, mais voilà. On a des panneaux. Hein. Ici, on a notre pierre de Rosette. Hélas, on est à plus de 8 mètres. C'est un peu compliqué. On a des gravures, des vieux dessins, des dessins rouges sous les dessins les plus anciens. On va en reparler aussi. Panneau des grandes têtes de lion, panneau des rhinocéros. Et vous voyez, hein, vous devrez normalement reconnaître les techniques.
le noir, le blanc, c'est le détourage au silex. Donc on retrouve les mêmes techniques que sur le panneau des chevaux, et vous allez le voir de plus près. Le cheval au milieu de son alcôve personnelle, et là aussi, on est sur une structuration en triptyque. Petit mamouto avec les pattes en boule, là. Les têtes de bison sur l'arête ici. L'autre arête, on va en reparler, qui ferme le panneau. Et ici, hop, ah, zut, trompé, raté. Ah, je ne vais pas y arriver, non. Je voulais m'arrêter, mais je ne peux pas. Eh bien, on va recommencer. Vous avez le temps? Ah, flûte, je ne peux pas m'arrêter. Ah si, peut-être en... Il veut pas? Ah si. Bon, on va y arriver. Voilà. Allez, pour la deuxième fois. Alors, ah ben non, j'arrive pas à m'arrêter. Bon, c'est dommage. On était juste là. Et il s'avère qu'ici, là, ça aussi, c'est une découverte récente, vous avez une bauche d'ours qui est entièrement martelée. Ils sont allés faire des impacts à l'intérieur. On dirait une section de Saguet. Et un peu plus sur la gauche, vous avez 2 petits fragments de stalagmites qui sont exogènes à la salle et qui ont servi de crayon pour faire les gravures. Bon, on va passer, je vous le repasserai après si on a le temps. Les grandes têtes de lion, elles sont grandeur nature. Et si vous avez un peu l'œil, vous allez voir qu'en dessous, il y a du rouge. Mais là aussi, faites sur les mêmes techniques, il n'y a pas de détourage ici sur ces têtes de lion, mais on a ces aplats faites sur une paroi très humide, de noir, faites au doigt, etc. Les voici de plus près, et on voit le facteur humide, puisqu'on a un empattement en fait, du mélange charbon-calcaire. Et sous ces lions, vous avez ça. Ça a été... c'est Gilles Tosello qui a fait une partie de la restitution de Chauvet II. Et donc ça s'est fait avant, en 2010, 12, 13. Et il a fallu travailler sur la salle du fond pour pouvoir reproduire à l'identique ce qu'on y voyait. Et en fait, on s'est aperçu que sous les grandes figures noires, certes, on voyait des points. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que ce sont des points paumes, donc la même technique que je vous ai fait voir au début. Et qu'on a également cet ensemble de lions. Et quand on les regarde de plus près, ils sont faits de la même manière que ce qu'on voit aujourd'hui sur les lions noirs. Alors, il est fort possible qu'on ait une recomposition en noir d'un panneau qui existait en rouge. Et là, on a obtenu une date, là, on est à moins 37 000 pour les figures noires. Voilà. Donc, vous voyez que le rouge, on ne peut pas le dater, il est plus ancien que le noir. Jusqu'à maintenant, quand on a du rouge et qu'on arrive à faire une chronologie relative, il est plus ancien que le noir et pas plus récent. Les rhinocéros, vous voyez, c'est absolument fabuleux. On a toujours ces mêmes techniques de contour noir, d'aplat, de détourage. Et là, le détourage est complexe et technique parce qu'il y a plusieurs rhinocéros. Donc, à un moment, ils font des alternants gestuels pour remettre un sur l'autre alors qu'il était en dessous. C'est hallucinant. Et alors, ce qui est absolument marrant ici, c'est un repentir. Vous avez certainement eu ici une tête noire, effacée,
mais en fait, on ne peut pas effacer du noir sur une paroi, donc ça fait une grande tache noire, et du coup, il a fait une tête, ou elle a fait une tête gravée. De plus près. Et vous voyez en fait que nos chronologies relatives, on les a aussi, puisqu'en fait ici, on a les dessins rouges qui débordaient de l'arête, et on a ces grands rhinocéros ici, absolument fabuleux sur les dessins. Et je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais vu ça dans l'art paléolithique. Vous avez une tête et une répétition de tête avec une corne, une autre répétition de tête. Est-ce que c'est une volonté d'accumuler les figures ou de mouvement de l'animal? Mais c'est absolument fabuleux de voir ça. Et voyez le dynamisme dans la réalisation. Il y a ils ont un contact avec la paroi physique. La paroi et le dessinateur, il se passe quelque chose. Ça, on ne le retrouvera plus tardivement. Au Magdalénien, il n'y a pas ce côté physique. Sur les parois, on a des traces de doigts. Ils se sont posés leurs doigts avec du noir. Donc, on a ces doigts. Ils vont à la paroi. La paroi, c'est eux, c'est leur contact graphique. Il y a une interaction. Le cheval dans son alcôve centrale et autour, vous avez ici le mamouto avec ses pattes en boule, un bison, un autre mammouth avec des pattes en boule, rhinocéros. Vous voyez ici la tête gravée sur le fond noir et ce cheval tout seul au milieu là avec des griffades d'ours autour. Et on voit par contre qu'ils ont aussi ici préparé la paroi avant de le dessiner. Il est très difficilement photographiable parce qu'on ne peut pas s'approcher, on est à plus de 7 mètres là, mais bon, il est entièrement calcité aussi. On va s'intéresser à une partie de la salle du fond, parce que je ne peux pas vous la détailler, mais on va s'intéresser au panneau dit des lions, ici. J'aime beaucoup ces photos parce qu'en fait, elles vous font voir aussi que les panneaux, ils ne sont pas plans, mais pas du tout. Et qu'on a, contrairement à cette photo-là, prise de face, on a des arêtes, on a des creux, et c'est dans cette configuration en 3D, en réalité, en se servant des creux et des arêtes de la paroi, que sont implantés ces dessins. Alors, je demande à Gilles Tozello de nous faire un petit schéma, ça sera plus simple, et on va regarder ce qui se passe ici. La composition, vous voyez ici, on est ici dans un creux, une arête, un autre creux, ici, une arête ici, qui vont vous donner en fait le cadrage. On a un cadrage horizontal et vertical de ce panneau. C'est ce qu'on appelle en histoire de l'art un champ graphique. Même les paléolithiques faisaient ça. Ça va avec les compositions. Quand on regarde la dynamique et les associations, les lions sont dessinés sur des axes horizontaux, les têtes tendues vers l'avant, les pattes tendues vers l'avant, et on a des têtes tendues avec les yeux bien marqués. Or, chez le félin, le regard est fondamental quand il chasse. C'est ce qui attire l'œil du spectateur. Ce regard que vous avez en bas avec les deux yeux sur le même profil. Au contraire, les bisons sont dessinés sur des axes verticaux. On n'a plus le dynamisme, on a une accumulation des animaux qui sont sur ces axes verticaux. Horizontalité qui va vous donner le dynamisme, la verticalité qui va vous donner une impression de comment on dit en français, de statisme, ça n'existe pas, une impression d'animaux regroupés et plus statiques. Pardon. Donc on a un dynamisme et quelque chose qui s'arrête un peu là. Or, il s'avère qu'on a une représentation éthologique de l'animal. Cet animal se regroupe et il se regroupe pour faire face ici. On a les têtes qui sont sur cette arête. Et en fait, ça, c'est un comportement éthologique. Quand les bisons sont acculés par un prédateur, pour essayer de déjouer ce prédateur, ils vont changer de direction tout d'un coup comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est exactement ça. On a les bisons qui sont là, et tout d'un coup, une série de têtes de bisons qui font face ici,
et qui font face à qui? Aux spectateurs. Et en fait, on a un prédateur, les lions, qui se jettent sur un troupeau de bisons. Et les bisons changent de direction vers le spectateur. C'est ce qu'on appelle en psychologie de la forme ou en psychologie tout court une attention conjointe. C'est-à-dire que le dessinateur ou la dessinatrice va impliquer l'observateur dans la scène. Et j'ai bien dit dans la scène, je n'ai pas dit. Pourquoi ? Parce qu'on a une chronologie de déroulement. On a les félins qui se jettent sur les bisons et les bisons qui tournent vers le spectateur. On a une temporalité. Composition, temporalité, égale scène. On nous raconte quelque chose. Et là encore, quand on regarde la manière dont ce panneau est construit, je vous l'ai présenté de droite à gauche. Or, il est dessiné de gauche à droite. Donc, on a, là encore, une composition, on a quelque chose de prédéterminé. Et ce qui change, et ce qui a changé, et ce qui nous change tous, pour ceux qui sont dans Chauvet, c'est que là, on a vraiment l'impression, et tout ce que je viens de vous dire, qu'on nous raconte quelque chose. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte ? Cette histoire, on ne l'aura jamais, puisqu'on n'y était pas, et puis parce qu'on n'a pas d'écrit, etc. Mais ça, c'est fondamental, et ça change considérablement le regard sur l'art. Et ce regard sur l'art, il est nouveau sans l'être. Le roi Gourand, à la fin de sa vie, l'écrit. On nous raconte des choses. On nous parle de mythes. Religion de la préhistoire, 1966, c'est pas la fin de sa vie. On est face à des mythologies. Il l'a écrit. Et de plus en plus, on pense, certains d'entre nous en tous les cas, qu'on est face à ce que Lévi-Strauss appelait des mythèmes, des fragments d'histoire, des fragments de mythes. Il n'existe pas de société de chasseurs-cueilleurs-collecteurs sans mythe. Ça n'existe pas. Et à un moment donné, il se passe quoi ? Eh bien, Homo sapiens arrive en Europe, il s'installe, et il va avoir besoin d'inscrire ces mythes sur ses parois. Et je pense que Chauvet est aux racines de ces mythes, pour nous, en tous les cas, puisque c'est vraiment la première fois qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Et si on peut, c'est grâce à son état de conservation. Mais on va aller encore un peu plus loin. Donc voici le déroulé de ce panneau. On revient un peu en arrière. Le panneau des grandes figures rouges. Quand on le regarde comme ça également, on peut essayer d'interpréter ça de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des félins et des rhinocéros. Et les félins se jettent sur les rhinocéros. Et là, si je fais du Lévi-Strauss, c'est ce qu'on appelle un changement de protagoniste. C'est-à-dire qu'on a une histoire, ce qui change, ce sont les acteurs de cette histoire. Mais il y a un acteur fondamental qui reste là, c'est le félin. Et en fait, on a quelque chose qui est une histoire autour de carnivores, herbivores. Et ça, on le trouve, je ne vais pas vous le faire ce soir, mais on peut, sur toute la durée du Paléolithique supérieur, même avec le faible pourcentage des félins. Mais c'est une autre conférence. On revient au panneau des chevaux, au panneau des lions, pardon, et on va sortir du panneau. L'analyse de l'image, il faut aussi dire qu'il faut regarder l'environnement dans lequel se trouve l'image. C'est-à-dire qu'il faut sortir des analyses factuelles d'un panneau pour regarder cet environnement et à quoi cette image répond. Je vous ai dit une attention conjointe entre le dessin sur la paroi et le spectateur. Attention conjointe, ça veut dire attention de l'environnement également. Qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Et qu'est-ce qui se passe autour du spectateur ? Le pendant qui est là, juste là. Qui fait face au panneau des lions ? Sur ce pendant, il y a ça. Le bas d'un corps de femme, associé à quoi ? À un lion et à un bison. Et ce n'est pas un homme bison, hein, c'est bien des choses, 3 choses différentes. Or, ce bas de corps de femme, je vous ai mis ça pour rappel. Mais
J'espère que vous le voyez bien ici, hein, le triangle vulvaire avec la vulve marquée, incisée, les deux jambes, voilà, hein, c'est pas anodin. Eh ben, on peut essayer d'aller plus loin et, sans faire de psychologie du café du commerce, à un endroit, on a une mise à mort avec des carnivores qui attaquent des herbivores. Et en face de cette mise à mort, on a un corps de femme associé aux protagonistes qui sont juste en face. Héros et Thanatos. Là, Georges Chauvet tombe de son siège, lui qui ne veut jamais interpréter. Mais on n'ira pas plus loin que ça aujourd'hui, puisque la difficulté, c'est la reconstruction de l'histoire, et ça, je pense qu'on n'y arrivera jamais. La grotte Chauvet, elle nous a profondément, en tous les cas, elle a profondément changé notre vision. Bon, ça, je vous ai mis ça comme ça. Vision sur les datations, hein. On va y revenir. Et surtout, essayer de trouver des outils pour aller plus loin dans cette interprétation. Les outils, on les a. Il faut accepter de se lancer. Et puis, quelque part, la recherche, c'est ça. C'est pas parce qu'on se lance qu'on dit quelque chose qu'on a forcément raison. Et peut-être que demain, il y aura une autre découverte et que tout ce que je viens de vous dire, ça tombera à l'eau. Mais quelque part, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui est motivant. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, des mythes, une image du monde. Dans ces grottes, on nous représente un monde où l'humain n'est pas plus qu'un animal. Un animal parmi les autres. Je vous renvoie à Vivero de Castro, à Descola. On est dans cette, pour moi en tous les cas, dans cette vision-là. C'est-à-dire que c'est certainement des histoires d'humains qu'on nous raconte, mais au travers d'un récit fait par les animaux. Voilà, ça a loupé, donc je passe, c'est pas grave. La chronologie, bien sûr. Le modèle de Leroi-Gourhan, hein, ça, c'est ça aussi. Le fondamental de la grotte Chauvet, c'est la révision de la chronologie de l'art paléolithique. Pour Leroi-Gourhan, à l'Aurignacien, un dessin plutôt fruste pour arriver jusqu'au Magdalénien avec ces dessins proches du réel en passant par des modèles stéréotypés. Or, on s'aperçoit que quelque part, faites-moi la différence entre Suidonio et Suide Chauvet. Ça marche tellement bien que si c'était si facile à faire et si on pouvait le faire, aujourd'hui, à Chauvet, on arriverait à faire la différence entre du Gravétien et de l'Aurignacien. Or, impossible à faire. Impossible. Et quelque part, il n'y a pas d'évolution de l'art. Ça n'existe pas, l'évolution de l'art. Alors, vous me dites, c'est facile, après, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais les historiens d'art n'ont jamais parlé d'évolution. Jamais, jamais, jamais. C'est comme si un dessin de Rembrandt du 7e était plus récent que Picasso. Donc, vous voyez qu'on est ici dans une révision totale, une nouvelle vision de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut réinterpréter. Ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir sur ce qu'est l'art paléolithique. Qu'est-ce que c'est que des figures stylisées? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut oublier cette chronologie linéaire qui n'existe pas et surtout ce découpage culturel qui, pour moi, en tous les cas, l'art paléolithique ne répond pas au découpage fait par les industries lithiques ou d'industries osseuses. On a deux temporalités, deux évolutions différentes. On a l'art paléolithique et le quotidien à côté. Mais on ne peut pas plaquer la chronologie du quotidien sur l'art, puisque si c'était ça, on pourrait le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. Bon, je vous ai mis, hein, un même auteur est capable de faire ça. Hein, toujours Picasso. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand Sapiens arrive en Europe, il s'installe, il va mettre ses mythes en images. Il va inventer l'image. Et à partir du moment où il va, on va dire, l'inventer, eh ben, ça ne s'arrêtera plus. Et on voit tout ce que ça donne dans l'histoire de l'art et tout ce que ça donne encore aujourd'hui
Et je suis une fan de street art, hein, parce que l'utilisation de la paroi, pour moi, il y a aussi des messages, depuis Ernest Pignon-Ernest jusqu'au Paléolithique. Les messages changent, mais les techniques sont les mêmes. Et je vous remercie. Néandertal n'a pas complètement disparu. Sapiens en est au tout début de sa présence. Alors, est-ce qu'on peut avoir des certitudes, excusez la naïveté de mon propos, est-ce qu'on peut avoir des certitudes concernant l'attribution des plus anciennes représentations de Chauvet? D'ailleurs, vous avez prononcé une phrase que je trouve très interpellante concernant, même s'il est en très petite quantité, le matériel lithique trouvé dans la grotte. Vous avez dit qu'il n'appartenait à aucune culture connue, si j'ai bien mémorisé vos propos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est la question subsidiaire. Alors, pour l'évolution sapiens-néandertal, je vais donner la parole à Jean-Jacques Humelin, il est là. Oh bah oui, oui. Vas-y, après je répondrai. Non, à 35 000, on n'a pas de néandertaliens connus en Europe. C'est terminé, c'est 40, 39. Ah, on n'est pas loin. Mais il n'y en a pas. Ça fait 2000 ans. Merci Jean-Jacques. Pour moi, l'art paléolithique, celui-là, ce n'est pas un art de néandertalien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais c'est multifactoriel, hein, la raison. Elle est cognitive, sociétale. C'est tout ça qui crée l'art paléolithique. Ce n'est pas simplement faire un dessin. C'est une société qui évolue à un point tel qu'il faut inscrire ces mythes quelque part. C'est quoi un mythe? Parce que je pense que avant de répondre à certaines questions, il faut se poser la raison du pourquoi. Pourquoi il faut faire des dessins? À quoi ça sert de faire des dessins? Voilà. Et il faut arrêter de penser que juste avant de disparaître, Néandertal, il va tout inventer et que Sapiens, s'il va arriver, va être super. Je prends ça à ma charge et je le développe. C'est anthropologiquement infaisable. Il y a ça aussi derrière. Hein. Je veux dire, on le connaît depuis très longtemps, les Néandertals. S'ils avaient voulu faire des dessins, voilà, ils les auraient faits. Ils n'en avaient peut-être pas besoin. Il faut aussi arrêter de plaquer ce qu'on connaît sur Sapiens à Néandertal. Il avait besoin peut-être d'autre chose. Il a peut-être des mythes. Il avait certainement des mythes. Mais il n'a pas eu ce besoin sociétal de les mettre en image. Il avait peut-être des mythes... Il les racontait. On est dans de l'oralité, là. Hein. Il n'y a pas d'écrit. Donc, de toute manière, derrière l'image, il y a le récit qui va avec. Sinon, ce n'est pas possible. C'est impensable. Et quand on voit la perduration de l'art paléolithique sur sa temporalité, hein, je vous rappelle, il y a quand même plus de temps qui sépare Chauvet et Lascaux, moins 36, moins 17, que Lascaux et nous. Hein. Donc, on a cette oralité qui crée ces images. Donc, ces images, elles ne viennent pas de Néandertal. C'est anthropologiquement impossible. Par contre, elles sont inscrites et les sociétés du Paléolithique supérieur en ont eu besoin. En ont eu besoin parce qu'un mythe, c'est quoi? Ça vous dit d'où vous venez, ça vous dit qui vous êtes, ça vous dit, par exemple, avec qui vous avez le droit de vous marier, avec ce groupe-là et pas ce groupe-là, parce qu'ils ont fait ci ou parce qu'il y a l'histoire de machin qui raconte ça, et ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. Les seules populations que je connaisse aujourd'hui qui sont intéressantes pour voir ce rapport à ça, c'est les aborigènes d'Australie avec le temps du rêve. Le temps du rêve, en Australie, c'est moins 50 000, les premiers arrivants. Alors peut-être aussi qu'on a toujours ce gap. Hein. Sapiens, il ne fait pas des dessins dès qu'il arrive. Il y a un temps. On a jusqu'à maintenant, ça arrive aux alentours de moins 40 000. Les choses. Il y a l'Indonésie aussi, mais bon, l'Indonésie, c'est autre chose. Il faut revoir les dates. Bref. Mais on a ce gap toujours entre l'arrivée et les premiers dessins. Voilà. Mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est là? C'est la question qu'il faut se poser avant de se dire à qui on... C'est ça, c'est fondamental. Pourquoi on fait des dessins?
Excusez-moi, j'étais un peu longue. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'un trait de crayon, enfin d'un trait de gravure ou de crayon très très sûr. Est-ce qu'on a des, des endroits où on a trouvé des esquisses ou des brouillons, entre guillemets, ou quelque chose sur la trace peut-être de l'émigration de Sapiens de l'Afrique, mais est-ce qu'on a trouvé autre chose que des choses aussi bien finies que ça? Alors, dans Chauvet, il n'y a pas que du très bon. Je vous ai montré que le très bon, déjà. Non, je ne voulais pas montrer. Il faudrait que j'en mette plus. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas d'évolution dans l'art. Il n'y a pas d'évolution dans la pratique non plus. Le critère technique n'a pas de valeur chronologique. Elle dépend du dessinateur. Voilà. Et moi, je peux vous dire que je connais des gens qui, à 4 ans, dessinaient les schtroumpfs sur les tomates de sa grand-mère avec une craie et que c'était parfait. Alors, Chauvet, ce qui va gêner un peu, c'est qu'on est face à des très très bons. Ça, alors là, je vous assure que je connais plein de grottes. C'est quand même... Lascaux, c'est fabuleux, mais alors Chauvet, c'est... Moi qui aime bien le dessin, voilà, la spontanéité du trait, là, on est en plein dedans, quoi. Moi, c'est style, quoi, quand il dessine au fusain sur ses papiers craft. On est dans ça, à Chauvet. Alors, il y a de l'apprentissage. Le problème, c'est que il ne faut pas imaginer l'apprentissage chez des chasseurs-cueilleurs-collecteurs nomades comme nous, à la Renaissance, au médiéval. Il n'y a pas d'école d'art. Dans ces sociétés, et on le sait par l'anthropologie, hein, l'apprentissage se fait par monstration, c'est-à-dire on regarde les anciens faire. Après, je reviens à Lévi-Strauss, et Lévi-Strauss nous dit il y a certainement, pour l'art paléolithique, un contrôle social du dessin. Parce que s'il n'y avait pas de contrôle social, ça c'est Lévi-Strauss, on n'aurait pas cette stabilité dans la thématique. Alors, comment se fait ce contrôle social? Ça, j'en ai aucune idée. Mais il se fait. Voilà. J'ai étudié beaucoup l'art mobilier. Sur l'art mobilier, on apprend à dessiner. Là, on a des phases d'acquisition. Parce que dessiner sur un os au silex, c'est plus dur que faire ça. Techniquement. C'est-à-dire, il faut contrôler le silex sur la matière osseuse, etc. Là, on est au fusain. C'est beaucoup plus simple, en réalité. On a un contrôle social sur l'image, sinon on aurait une diffusion de signes, une innovation dans les signes et dans les thèmes qu'on n'a pas dans l'art paléolithique. C'est compliqué toutes ces questions et on n'a pas vraiment d'éléments en fait. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'il peut y avoir des récits sans mythe? Alors là, celle-là, des histoires, c'est-à-dire que Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est un récit, c'est une scène, c'est une composition, etc. Pourquoi c'est un mythe? Pourquoi c'est un mythe? Mythologie. Alors, pourquoi c'est un mythe? Pourquoi je pensais des mythes? À cause de ce que je viens de dire. À cause du fait que ça perdure dans le temps. Les thématiques, l'utilisation toujours les mêmes animaux. Dans l'art paléolithique, vous n'avez pas de scène de la vie quotidienne, vous n'avez pas de repas de famille, vous n'avez pas de scènes de chasse en dehors de ça. Vous n'avez pas d'humains mis en action. Il y en a quelques-uns, mais pas... voilà. Pour que ça dure, il faut qu'il y ait des histoires derrière. Il faut qu'on nous raconte quelque chose. Sinon, ça ne durerait pas. La société, elle a besoin de ça. Un mythe, c'est là pour structurer le social, structurer la société, mais structurer les individus au cœur des sociétés. Et pour que l'art paléolithique dure de moins, on va dire, 40 000 à moins 12 000, eh ben, il faut que ça soit structuré. Et qu'est-ce qui structure dans la longue durée? Je reviens aux aborigènes d'Australie, les mythes, le temps du rêve. Et je vous renvoie à Frank Boas, à Lévi-Strauss, à Vivero de Castro, à Descola. Voilà, moi, je vais beaucoup m'inspirer des anthropologues. Je ne suis pas anthropologue, hein, je ne suis pas une spécialiste du mythe, mais Godelier, voilà, il y a des lectures et je vous assure que ça colle assez bien. Après, je vous dis, c'est mon interprétation. C'est pas la mienne, hein, en fait. Le roi Gourand, voilà. Il suffit de prendre et d'aller développer un peu plus aujourd'hui. Mais je pense qu'en parlant de mythe, en tous les cas, je pense qu'il n'avait pas tort, le roi Gourand. Voilà.
Après, moi, ce que je vous raconte sur l'interprétation que je fais ou qu'on fait, après, vous pouvez être d'accord ou pas. Ça, j'y étais pas. Et vous pensez quoi de Le Quellec, qui vient de publier un gros bouquin sur précisément l'interprétation à travers les livres? Pas du tout. Je pense pas. Il n'est pas ethnologue, Le Quellec, il est spécialiste d'art africain. Il est spécialiste d'art africain. En tous les cas, moi, ce que j'ai lu de son livre, je peux vous dire qu'il n'a pas les bons chiffres pour l'art paléolithique, déjà. Sur le paléolithique, ça pêche un peu. Sur le reste, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je peux vous dire que sur le paléolithique, après, il reprend. On va dans le même sens, si vous voulez. Oui, mais numériquement, ces chiffres sur l'art paléolithique sont faux. Il n'a pas la bonne base de données. Je peux vous le dire. Parce que la base de données, on l'a. La personne qui l'a faite, elle est une rangée devant vous. 2 rangées devant vous. Voilà. Non, mais Jean-Loïc, je lui en avais parlé déjà. Hein, quand les chiffres qu'il donne sur les représentations humaines, ils sont faux. Mais ça veut... Généalogique des mythes. Oui. C'est le mythe primordial. Oui. Mais si vous voulez, le mythe primordial, si vous voulez, c'est très clair. Hein. Non, il est là. Je vous renvoie vers Serge Dumy. Voilà, il a écrit 2 livres. Il y a celui-là qui vient de sortir, et celui d'avant, il datait de... L'ours, la vague et la lionne. Voilà, les mythes primordiaux, ils sont dans les livres de Jacques Demy. Serge Dumy, pardon. Pas Jacques Demy, c'est pas le même. Il faut qu'on passe à la dernière question pour des raisons de sécurité et de fermeture du musée. Elle est juste au fond à droite. Oui, bonsoir. Question très courte. Au vu des contraintes que vous avez à vous déplacer dans les grottes, je me pose la question, à la découverte de la grotte, est-ce qu'il y a eu des massacres archéologiques par les découvreurs en marchant sur toutes les traces que vous n'avez pas le droit de fouler avec vos pieds? Et deuxième question, pour quelle raison, si je me mets à la place des artistes de l'époque, choisir un endroit où il y a déjà des dessins, par exemple les dessins rouges, pour en refaire d'autres? Pour quelle raison on couvre des choses anciennes par du nouveau? Pourquoi ne pas choisir une place qui est vierge? Alors, les découvreurs, on ne l'évite pas. Donc, quand on marche dans une grotte, on laisse des traces de pas. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'avoir laissé des traces de pas. Ils ont pris toutes les précautions pour rien abîmer. Voilà. Après, on marche. Nous, on est contraints. On ne va pas aller marcher de nous-mêmes aujourd'hui sur des sols meubles, si vous voulez. Eux, ils sont rentrés pour la première fois. S'ils n'étaient pas rentrés, on n'y serait pas dans la grotte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas reprocher... les découvreurs n'ont pas fait de dégâts, n'ont pas... oui, ils ont peut-être effacé quelques empreintes, etc. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, je leur dis merci. Hein. J'y suis depuis 98, donc... non, c'est pas un reproche. C'est pour savoir la quantité de... Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au fond? Ah oui, bien sûr qu'ils sont allés... Mais non, mais bien sûr qu'ils sont allés jusqu'au fond. Et quelque part, si vous voulez, pour être très honnête avec vous, il y a eu des dégâts de fait. À partir du moment où on a posé des plastiques noirs sur un sol et qu'on a traversé la galerie des Mégacéros, on a écrasé les restes de foyer. Voilà. Et on est tous passés sur ces plastiques noirs. Voilà. Je suis très honnête avec vous. Hein. C'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'on dira de nous dans 50 ans sur la galerie des Mégacéros? Je ne préférerais pas entendre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, à nous de nous en sortir autrement pour essayer de récupérer l'information qu'on a certainement perdue à cet endroit. Mais il fallait passer quelque part. Voilà. Après, la deuxième question, c'est parce que il y a, je vous ai dit, hein, il y a une acceptation de ce qu'il y a déjà. L'art paléolithique où on efface complètement pour refaire, je connais 2 ou 3 exemples, c'est tout. Ça veut dire que, je vous ai dit, c'est des figures rouges sur lesquelles on refait la même structure en noir. Ça veut dire que, n'oubliez pas qu'à Chauvet, on a la phase finale de la réalisation. Pour le moment, je suis incapable de vous donner les séquences de réalisation. Et ça veut dire que ces réalisations, elles ont accepté ce qu'il y avait avant. Et pourquoi elles acceptent ce qu'il y a avant? Parce qu'elles comprennent ce qu'il y a avant, ou elles réinterprètent, mais ça ne les gêne pas. Ça rentre dans cette structuration.
de l'histoire. Ça veut dire que même si l'histoire n'a pas les mêmes protagonistes, elle est toujours là et c'est toujours la même. Et on la garde et on rajoute des choses ou on l'accepte telle qu'elle est. C'est pour la lisibilité du dessin que je vous ai posé cette question. Ah mais ça gêne pas. Les dessins rouges, de toute manière, ils étaient déjà assez évanescents. Vous voyez, le trait, il est très, très érodé, en fait. Donc, de toute manière, ceux qui ont fait les lions dessus, les lions noirs, les dessins rouges avaient déjà subi un problème de conservation, soit à cause de courant d'air, soit à cause d'aération. Je ne sais pas à cause de quoi. Un immense merci parce que c'était vraiment passionnant, enthousiasmant et on vous attend.